Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci d'être là, si nombreux, pour écouter cette conférence intitulée donc « Dire les vers », conférence qui s'inscrit dans un cycle commencé le 29 janvier dernier et qui court jusqu'au 11 juin, un cycle qui réunit le Collège de France et la Comédie Française, deux institutions sœurs, pourrait-on dire, qui, le temps de quelques mois, vont donc cheminer ensemble sur les sentiers broussailleux, comme le dirait Janacek, à propos de thèmes et questions qu'elles ont en partage. Ce soir donc, eh bien, on a le vers devant soi, le vers, cette manière de parler, cette manière d'écrire, hors de l'usage ordinaire, cet espace plus ou moins mesuré, où règne la musique, parfois enivrante des syllabes, la rigoureuse tyrannie des accents et l'intrigante science des E muets et des diérèses. Le vers n'est rien sans les propriétés de la langue française. Et bien le dire ne relève pas de l'humeur du moment, mais bien de la langue et de ses lois. Jacobson, qui intègre la poétique à la linguistique, ne dit pas le contraire, est plus près de nous. Jean-Claude Milner et François Regnault, qui ont écrit à quatre mains un ouvrage aussi précis que précieux, Dire le vers, défendent aussi cette idée. Car le vers n'est rien s'il n'est pas dit. Et c'est cela que vont partager avec nous trois comédiens qui ont le vers au corps, trois artistes accomplis, Daniel Lebrun et Denis Podalides, sociétaires de la Comédie Française, que je vous propose d'accueillir. Et Éric Ruff, comédien, metteur en scène, scénographe et administrateur général de la Comédie Française. Tous les trois vont pouvoir nous éclairer sur leur culture du vers, sur leur façon de se laisser habiter par lui, chez Racine, chez Corneille, chez Rostand, chez Hugo, et même Claudel avec son art du verset, mais aussi le devoir peut-être de le dompter. Bref, leur intimité avec cette langue versifiée. Car enfin, y a-t-il une seule façon de bien dire les vers, même si l'alexandrin, par exemple, porte en lui une vérité, l'intuition du comédien, l'intuition du lecteur n'a-t-elle aucune place? Car le mot, dès que la voix s'en mêle, eh bien, en dit long sur son lecteur, sur son acteur. Et celui qui de vive voix s'expose absolument, celui qui parle de vive voix. Alors pour ouvrir cette conférence, eh bien, j'aimerais donner la parole à celui qui nous accueille chez lui ce soir, William Marx. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le professeur titulaire de la chaire littérature comparée du Collège de France. Alors longtemps, on a parlé de déclamation. Peu à peu, on est passé à la diction. Il y en a même qui parlent d'articulation, ce qui semble peut-être un peu prosaïque. Mais enfin, voilà, nous sommes en 2025. Et pour ouvrir cette conférence, je me demandais si dire des vers est toujours un art contemporain. C'est un art à proprement parler. Ça ne peut être qu'un art, puisque le vers, précisément, n'appartient pas à la nature même de la langue quotidienne. Donc, il ne peut appartenir qu'à de l'art. Et c'est ça, du reste, peut-être la difficulté qui est celle de dire les vers, dont je ne suis pas un spécialiste, je dois dire, mais lorsque ce cycle magnifique de rencontres avec la Comédie Française est organisé, on m'a demandé, puisque j'en étais un peu le parrain, on m'a demandé quelles questions, quels thèmes je voulais qu'on abordât dans ce cycle. Et le premier thème, la première question qui m'a intéressé, c'était précisément dire le vers. Dire le vers. Comment dire le vers? Parce qu'il me semble qu'il y a là, pour moi en tant que spécialiste de littérature, il y a là un véritable mystère. C'est-à-dire que, et je vais ici parler, non pas en tant que connaisseur, mais en tant que voilà, quelqu'un qui a une pratique de la littérature, mais qui n'est pas celle du vers même, mais
Mais il me semble que justement la difficulté du vers pour le comédien, mais c'est là ce que j'attends les témoignages, et je viens là ici pour attendre leurs réponses et leurs expériences, je viens là ici plutôt pour les écouter et apprendre d'eux. La difficulté du vers, me semble-t-il, c'est que justement le vers, je ne vais pas ici refaire comme le maître de grammaire de M. Jourdain dans Le Beau gentilhomme, le vers ce n'est pas la prose. Le vers ce n'est pas la prose. Et c'est bien là la difficulté. C'est-à-dire que dans la prose, eh bien, il y a une sorte de transitivité du langage qui fait que le langage est directement efficace, on va au plus direct. Dans le vers, on prend des détours, on adopte un certain rythme, on adopte des rimes, on adopte certaines règles qui ne sont pas celles du langage ordinaire, même si le vers appartient, et c'est ce que disent très très bien Jean-Claude Milner et François Regnault dans ce livre, qui est un livre tout à fait fondamental, même si le vers relève totalement des règles de la langue. En fait, il suffit de suivre les règles de la langue pour bien dire le vers, c'est ce qu'ils disent. Mais le vers nous fait emprunter des détours. Or, le problème quand on est au théâtre, c'est que le théâtre, me semble-t-il, drama en grec, c'est de l'action. Et comment, et c'est peut-être l'une des questions, je crois, fondamentales qui se pose, me semble-t-il, aux comédiens, et que je voudrais qu'on posa ici, c'est comment faire avancer l'action au théâtre alors même que le vers est un type de langage qui ne cesse de faire retour sur lui-même et de nous faire entrer dans une musique qui elle-même nous fait sortir de ce qu'est le langage actif, quotidien de tous les jours. Et donc, il y a là, je crois, un véritable problème, c'est-à-dire la coïncidence entre la musique du vers et le drame. Eh bien, c'est à ce type de questions que je voudrais que répondent mes amis comédiens ici, surtout que nous sommes, et je termine juste là-dessus, nous sommes à une période où le vers appartient à la grande tradition du théâtre, de la poésie française et européenne, avec différents types de règles pour les vers, sauf que dans la poésie contemporaine aujourd'hui, depuis, disons, un très bon demi-siècle, le vers régulier, traditionnel, ne fait plus partie de l'ordinaire de la poésie. Il reste encore de très bons poètes qui font de la poésie en vers, mais ils sont quand même assez rares et peu fréquents. Et donc, le vers s'éloigne encore plus de nous qu'il ne l'a... Au XIXe siècle, le vers, c'était différent de la prose, mais au moins, il était le quotidien de la poésie. Maintenant, la poésie contemporaine n'est plus faite de vers pour l'essentiel. Et donc, le vers est encore plus loin. Et voilà une difficulté supplémentaire qui se pose, je pense, à des comédiens d'aujourd'hui qui doivent dire des pièces en vers qui appartiennent au répertoire. Eh bien, à ce propos, Éric Ruff, quand on est à la tête de la Comédie Française, est-ce qu'on est justement le garant? Est-ce qu'on a comme mission une certaine tradition du dire, du vers, de programmer des pièces en vers aussi? Ça oui, parce que la mission de la Comédie Française est de présenter son répertoire, et dans son répertoire, il y a quand même toute une proportion de pièces qui sont en alexandrin, ou en vers libre. Il y en a quand même beaucoup. Donc ça se travaille, c'est un artisanat. Je dis très souvent que on tente toujours d'engager des jeunes comédiennes ou des jeunes comédiens dont je sens que la bouche est multiple, la bouche est formée. Et en même temps, quel que soit le rapport qu'on a au texte, à la Comédie Française, on travaille tellement ce répertoire-là qu'on n'échappe pas à Racine, à Corneille, à Claudel. Et au bout d'un moment, on se structure et on fait masse de cette chose-là. Même si, et c'est ce que je trouve le plus intéressant, il y a la méthode Georges Leroy, il y a la méthode maintenant celle de François Regnault, qui ont fait date à chaque fois, qui s'opposent de temps en temps. Mais moi, par exemple, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont dit un absolu contraire. En gros, lorsqu'on parle d'alexandrin, il y a des tenants de l'oratorio, à savoir que c'est presque une formule de concert. On pourrait presque ne pas bouger. J'ai toujours senti, moi, quand je jouais Racine, que je détestais rentrer et sortir, parce que je sentais que ça n'était pas écrit, et que j'existais au moment où je commençais à parler. Et quand vous sortez du cadre et que vous avez 5-6 mètres à faire, forcément lentement, c'est une tragédie, et que vous devez dire « Madame », au bout de 5 mètres, on a déjà
endosser un paletot psychologique qui n'existe pas. Il n'y a pas si longtemps, on s'est amusé à faire des théâtres à la table où il n'y avait pas de mise en scène. Et donc, tout d'un coup, entre la personne qui dit « je ne le verrai plus » et celle qui répond « madame, le voici », la fréquence des deux, tout d'un coup, était d'une cruauté que je sentais originelle, et que de temps en temps, le fait de devoir sortir, encore une fois, comme l'homme penché de Giacometti, on est toujours tenu par un rythme. Cette chose-là, alors ça, il y a des gens qui disent c'est de la musique. Il n'y a pas si longtemps, avec Denis mettait en scène Fortunio de Messager, j'en faisais la scénographie il y a quelques années à l'Opéra Comique. C'était Louis Langrée qui était à la baguette, et il a demandé un exercice à un moment qu'on a trouvé passionnant, que je ne connaissais pas, je n'ai pas retenu la manière dont quel nom ça porte. Il a demandé au chanteur de dire le texte en rythme. En rythme forcément, parce que c'était de la musique, il chantait sur de la musique. Je crois que c'est une vérification de est-ce que le chanteur comprend bien ce qu'il est en train de dire, et lorsqu'il le dit sans musique, on l'entend très bien. Et on a eu, avec Denis, l'impression de voir ce moment de séparation entre le conservatoire de musique et le conservatoire d'art dramatique, de la salle de déclamation, du cours de déclamation qui s'est séparé en deux, pour le coup. Et c'était un exercice, c'était magnifiquement beau. C'était dans une métrique antinaturaliste. Et en même temps, il y avait quelque chose d'une structure magnifique. Le vers racine, on peut dire, oui, qu'il est structuré, et en même temps, où suis-je, que je fais, que dois-je faire encore, ça témoigne d'une explosion intérieure, et que ces trois voix, c'est comme le capitaine Haddock avec le diable et puis la bouteille de whisky, le diable et le bon Dieu, l'hésitation entre les deux, où suis-je, que je fais, que dois-je faire encore, c'est une personne qui convoque en lui trois voix absolument heurtantes, qui ne s'entendent pas entre ce qui a été fait, ce qui se passe au moment et la projection de ce qu'on doit faire. Donc moi je considère toujours que cette structure-là n'empêche pas de raconter des états absolument bouleversés, presque au contraire. Mais donc voilà, on le fait tout le temps, et puis autant les peintres, décorateurs ont besoin de faire du figuratif, ils ont besoin de savoir peindre des choses, parce que s'ils ne le font pas pendant 10 ans, ils perdent le geste. Autant les comédiennes et les comédiens de la Comédie Française, je l'espère à chaque fois, traversent l'Alexandrin, parce qu'ils se font une somme d'expérience là-dessus. L'autre pôle, de l'autre côté, il y a ceux qui sont les tenants de l'oratorio, l'autre pôle, c'est ceux qui demandent que ça ne soit que du sens, quitte à rompre absolument la métrique de l'alexandrin parce qu'ils veulent entendre l'histoire qui est racontée. J'ai eu la chance de travailler avec Patrice Chéreau sur Phèdre, et j'étais avec Michel Duchossois. Il nous a dit, bon, c'est vous les tenants de l'orthodoxie. Il ne voulait pas en entendre parler. Il nous a dit, dites-moi si on fait, si on est en 10 ou en 14, voilà, si c'est pas 12, dites-le nous, parce qu'il ne voulait pas rentrer là-dedans, parce que lui, il se disait, je raconte une histoire. Cette histoire-là de Phèdre, Hippolyte, Thésée, ça m'intéresse. Le rapport entre ces hommes, ces femmes m'intéresse fondamentalement. Le reste, vous de la Comédie Française, vous êtes garant de cette chose-là. Il nous avait délégué cette chose-là parce qu'il se disait c'est l'histoire qui doit se raconter. Et donc à chaque fois qu'on rencontre une metteuse ou un metteur en scène, on est inscrit entre ce A et ce Z, toujours. Denis et Daniel, peut-être dans cette idée de la transmission de cette troupe de l'Alexandrin aux Français, nous raconter, pour faire un peu connaissance, comment vous avez travaillé l'Alexandrin. Est-ce que vous avez eu des modèles comment l'Alexandrin, en tout cas, s'est inscrit en vous? Daniel. Bon, d'abord, je fais la différence dans la poésie entre ce qui se dit dans l'intimité. Pour moi, un poème, c'est intime. Ça se dit, ça se lit. Ou alors, c'est une histoire qu'on raconte, comme dans les veillées, comme les fables. Ou alors là, c'est une histoire, mais c'est quand même très intime. Au théâtre, c'est toujours pareil, il faut faire partager avec un public plus ou moins grand, et c'est toujours le truchement, c'est-à-dire l'interprète entre l'auteur et le spectateur, et on est obligé de passer par là, d'essayer de comprendre, si on peut, avec l'aide des metteurs en scène, ce que veut dire ou ne veut pas dire l'auteur,
quel est son mystère, quelles sont les sensations qu'il veut faire passer, les sentiments ou pas qu'il veut faire passer, sa couleur. Si l'auteur est vivant, c'est peut-être plus pratique. Si l'auteur est mort, il y a le metteur en scène, et puis on travaille quand même beaucoup là-dessus. Mais quand il s'agit d'un alexandrin, moi je crois qu'il faut faire confiance à la musique. Pour moi, c'est de la musique. C'est-à-dire que quand on rate un alexandrin, c'est comme quand on rate une gamme, on se rend compte qu'on a sauté une note. Alors, il y en a qui ne le sentent pas, c'est vrai. Mais, je parle dans le public, mais c'est quand même assez rare. Quand on rate un alexandrin, un pied, enfin je préfère dire une syllabe, c'est plus joli qu'un pied. Et donc, on s'aperçoit tout de suite. Hop, tiens, il avait mis ses moufles dans ses gammes, vous voyez. Il faut se laisser porter par la musique. Et je le compare justement avec l'opéra, parce que quand une cantatrice en fait des tonnes dans les gestes, dans la façon de jouer le mot, de jouer les tripalaires, etc., ça se fait moins, je sais maintenant, mais ça se sent, c'est trop choquant. Alors, là, on vous dit, les cantatrices qui sont les plus merveilleuses en ce moment, c'est celles qui se laissent porter par la musique et qui ne jouent pas exactement. Et quand on se laisse porter par la musique, forcément, on a une émotion. Et quand on me dit comment faire dire un alexandrin, je crois que d'abord, il faut apprendre à jouer la comédie. C'est-à-dire, on vous dit toujours qu'il faut se mettre en situation. Qu'est-ce que ça veut dire? On a chacun sa façon de s'imprégner de ça, de l'auteur, de son sentiment, de sa couleur. On a chacun la façon de le faire. Mais déjà, quand dans Bérénice, par exemple, on se dit ça va être une absence inguérissable. C'est une constatation désespérée. Dans un mois, dans un an, ça vient tout seul. Et je crois que le plus difficile, en fait, pour les alexandrins, c'est, comme dans Mozart, d'arriver à la simplicité. Et ça, c'est très difficile. Souvent, les musiciens vous disent jouer Mozart, c'est plus facile que Liszt, par exemple. Mais l'interpréter, c'est plus difficile. Parce qu'il faut arriver à cette simplicité. Et là, encore une fois, la simplicité, on peut dire, bon, ça, on élimine la grandiloquence, mais il ne faut pas non plus aller au neutre, à la froideur, et pire, à la mécanique. Ou alors c'est un exercice de style. Avec un metteur en scène, on peut y arriver aussi comme ça. Mais je crois que si on se laisse porter par la musique dans un mois, dans un an, comme dans Bérénice, on y arrive. Il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles, bien sûr, c'est dans les comédies, les vers de Molière. On peut plus facilement se mettre dans la tête ou dans le cœur les vers d'Alceste plus que Bérénice. On n'est pas tout le temps plaqué. Enfin, cela dit, Bérénice, qui pleure à une princesse répudiée. Bon, j'avoue que maintenant, même à l'époque, je crois que personne ne pleurait. Pourquoi on pleurait? Parce que la musique vous fait pleurer. Moi, il y a des vers en Bérénice qui vous portent, qui vous font pleurer. Mais dans Molière, il y a une espèce de naturel qui est là tout de suite. Qui dit Oronte, tu l'as joué ça? Non, tu l'as pas joué. Alceste, quand il dit Alceste. Oronte. Ouais. Quand il se moque d'Oronte, c'est génial. Il est à mettre au cabinet. Oui.
C'est des choses qu'on pourrait dire tout de suite. Est-ce que dans cette Voyez, idée de c'est- se laisser porter comme ça par le texte, on n'écouterait pas un tout petit peu, parce que quand même c'est singulier, Sarah Bernard? Je vous propose. C'était prévu en fait. Si j'arrive à le lancer. C'est difficile de juger, là. Car Madame Sarah Bernard. Oui, prince, je languis, je brûle pour baiser, je l'aime. Non point celle que l'on vit les enfers, volage, adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts, déshonorer la couche, mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après toi, tel qu'on défend nos dieux, ou celle que je vous vois. Il avait votre sort, vos yeux, votre langage, cette noble figure colorait son visage lorsque dans notre traite il traversait les flots du sujet des vœux, des filles de Minos. Et que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, héros de la Grèce, assembla-t-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore ne fûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qu'il mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite, pour en développer l'embarras incertain. Ma sœur, du fil fatal, est armée votre main. Mais non, dans ce destin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est-moi, prince, c'est moi dont l'utile secours. Voilà, je coupe, c'est affreux, hein, mais sinon, Sinon, voilà, c'est difficile de juger. Ça, 1903. L'enregistrement est nul quand même. Non, mais moi, à l'époque. je ne dirais pas que c'est affreux. C'est pas Non, du je tout disais affreux, c'est affreux non. que je coupe comme ça. Ah, Ce qui était dans le- affreux, c'était mon geste très tranchant. Ah non. Non, parce qu'en fait, si on écoute assez longtemps, bon, il y a la qualité d'enregistrement. Et il faut se dire aussi que Sarah Bernard n'est pas du tout habituée à enregistrer des textes. Et on a dû lui demander de vous dites devant ce gros machin, c'est un appareil, allez-y. Et elle a dû refaire un peu mécaniquement ce qu'elle faisait en scène. Mais on sent, si on écoute, là évidemment le vers est presque inintelligible, mais l'engagement, la puissance, la rapidité, moi je suis étonné par cette rapidité de jeu, cette coulée dans les vers comme ça, qui fait, et en fait elle faisait ça parce c'était des comédiens qui faisaient des grandes ruptures de fond, qui faisaient pas, nous on fait beaucoup des petites ruptures. Il y a un enregistrement que j'aimerais faire écouter parce que Oui. il m'a Vous voulez qu'on l'écoute touché. maintenant? Il faut laisser un certain temps, pas trop longtemps, mais Eh ben, on y va. pour qu'on entende ce que c'est qu'une rupture de fond et pas des ruptures de détail. C'est-à-dire que le comédien cherche un rythme, croit dans ce rythme, avance, 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 accélère, 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 monte encore, et arrive la rupture. Et il y a une sorte de chute, et il reprend plus bas. Ce sont des effets, effectivement, ça c'est de la musique, et c'était souvent, alors c'était même des règles presque concrètes de diction. On a eu, je ne sais pas si c'était Michel Bernardi au conservatoire, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et Sarah Bernard, je pense, était capable de dévaler, c'était comme si elle dévalait une pente jusqu'au bout, et on se demandait, mais jusqu'où va-t-elle comme ça? Et sa voix va-t-elle tenir? Donc elle rentrait dans une sorte de transe, et je crois que c'était comme un espèce de concert rock où les gens étaient, regardez ce qu'en dit Proust dans la salle, tout ça était d'une sensualité extraordinaire. Là. Évidemment, le témoignage aujourd'hui de ça, enfin, il faut le remettre dans le contexte. Mais si on peut... On écoute donc. C'est possible. Sina Jean Villard. Et vous faites le chef. Vous faites le chef d'orchestre. Je le lance. chef d'orchestre. À qui désormais voulez-vous que je fuie les secrets de mon âme et le soin de ma vie? Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, si donnant des sujets il ôte les amis. Si tel est le destin des grandeurs souveraines, que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines, et si votre rigueur les condamne à chérir, ceux que vous animez à les faire périr, pour elles rien n'est sûr. Qui peut tout, doit tout craindre. Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné? Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné? Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné? Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné?
Songe au fleuve de sang où ton bras s'est baigné, de combien ont rougi les champs de Macédoine, combien en a versé la défaite d'Antoine, combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps Pérouse aux siens noyés, et tous ses habitants. Remets dans ton esprit après tant de carnage, de tes proscriptions les sanglantes images où toi-même des tiens, devenu le bourreau, au sein de ton tuteur enfonça le couteau, et puis ose accuser le destin d'injustice, quand tu vois que le tien s'arme pour ton supplice et que par ton exemple à ta perte guidé, il viole des droits que tu n'as pas gardés, leur trahison est juste, et le ciel l'autorise. Quitte ta dignité comme tu l'as acquise. Rends un sang qu'infidèle à l'infidélité et souffre des ingrats après l'avoir été. Mais... Voilà, on sent, je pense, cette accélération, ce moment où il choisit Villars, choisissait presque, j'allais dire bâclé, mais ce n'est pas tout à fait ça, de négliger une série de vers pour arriver à un point, notamment pour arriver au rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre, qui est une espèce de pur acte moral dont moi j'ai toujours trouvé absolument magnifique de restituer un acte moral. C'est là, on disait, le spectacle, c'est le spectacle de la langue. Et le spectacle, c'est un monologue qui est une pure méditation intérieure sur l'impossibilité d'avoir tenir le pouvoir qui fait de tous les amis des ennemis, qui est empreint d'une immense mélancolie et qui est très actif dans la pensée, qui aussi redit quantité de... Bon, bref. C'est François Regnault qui m'avait fait découvrir ce texte. On était en répétition d'une pièce de Corneille, Sophonisme, c'était en 88, et je sortais du conservatoire, et il m'avait donné son Walkman, c'était un Walkman, et il m'avait fait écouter, il m'avait dit, tiens, écoute ça, Denis. Et j'ai eu une espèce de révélation. Alors c'est drôle parce qu'il manquait juste le premier mot de l'alexandrin, ciel. Non, ciel. Et qu'il laisse, il dit le mot ciel, qui est au début, qui effectivement, c'est aussi une adresse au ciel, sur un ton aérien, ciel, et à qui voulez-vous désormais que je fie les secrets de mon âme et le soin de ma vie. La façon dont on a l'impression qu'il lève un dais, une sorte de très grande toile, et que sous cette toile, il va faire monter cette espèce d'édifice. C'est là, moi, la révélation, c'était le fait, j'avais le sentiment que toute cette parole-là se dressait devant moi d'une façon comme si je la voyais, comme si entre le public et l'acteur, une sorte d'écran translucide qui donne à voir le texte qui n'est que purement dit et médité. Et à partir de là, moi, ça a été une espèce de parangon, le modèle de toute diction possible. Alors, quand vous l'entendez, vous entendez bien que c'est un vieil enregistrement, que c'est une voix qui nous vient des années 5, c'est en 55 que ça a été enregistré. On entend aussi, il y a des petites erreurs, des petites diérèses manquées, mais c'est une représentation ordinaire de 1955, dit par un directeur de théâtre un peu fatigué le soir, après une journée, Eric a connu ça. Jouer le soir, quand on a pendant toute la journée, tu pourrais faire tout un cours du Collège de France là-dessus, la fatigue est très grande. Il y a des modèles de Villars dans Macbeth où l'enregistrement est génial parce qu'on lui souffle tout et quand on monte le son, on entend la voix du souffleur. Non, mais voilà, pour moi, juste ce que je voulais dire, c'est un modèle de diction parce qu'il tient l'écart entre une interprétation intelligible. Souvent, dans le pur poétique, il peut y avoir une perte d'intelligibilité. Personnellement, c'est le réquisite minimum pour moi, c'est l'intelligibilité. Ça ne veut pas dire que j'explique, que je raisonne, mais que ce que je dis soit à peu près limpide et que la compréhension en soit aisée pour parvenir au mystère du texte lui-même. Donc, il tient vraiment la contradiction entre le son et le sens, entre le méditatif et le chanté, entre
le jouer et le dire, enfin, etc. Donc voilà, pour moi, c'était... je tenais à faire entendre cet extrait-là. Enfin, je ne sais pas si vous partagez le goût que je peux avoir pour cette voix. Sacré dans un alexandrin, parce qu'on peut imaginer avoir un défaut de prononciation ou un accent du Midi ou du Nord dans n'importe quelle poésie, même du Rimbaud. On peut le dire avec l'accent du Midi. Bien sûr. On peut les fables de La Fontaine, encore plus. Mais un alexandrin, si vous osotez ou si vous avez l'accent du Midi, le comique vous tue, là. C'est pas possible. Je ne suis pas sûr de ça. Il y a quelque chose de sacré dans le... C'est pour ça que je dis c'est une musique. Quelque chose de sacré. Sur cette versification qui fait le sens. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que vous disiez, de cette beauté qui nous gagne parfois. Est-ce qu'il faut s'en protéger de ça? Est-ce qu'il faut lui résister? Est-ce qu'il faut lui céder? Est-ce que parfois le vers et la beauté du vers est plus forte que le sens ou que le jeu? Enfin... Bien sûr, il y a pas forcément le vers d'ailleurs, ça peut arriver dans la prose aussi, que la beauté matérielle je ne sais pas, moi je me rappelle que dans l'Avare, comédie, il y avait une phrase, et j'essaye de me la rappeler, il faudra continuer, je vais la retrouver, je l'ai jouée, j'adore cette phrase, et c'est un moment où... pas de souffleur. Mais non, si je peux intervenir ici, c'est vrai que d'abord ce qu'on a entendu est admirable, réellement. On a entendu quand même des liaisons qui sont parfois que les élèves, les étudiants à l'école osent rarement faire. Hein. Donc un sang qu'infidèle. J'insiste beaucoup sur la liaison, il ne faut pas le faire comme ça, il faut faire une liaison, comme disent Regnault et Milner, indirecte, douce, un sang qu'infidèle, comme on a dans la Marseillaise, un sang qu'impur, hein, abreuve nos sillons. Donc c'était admirablement fait. Et il est vrai, comme le disait Denis à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de choses qu'on entend dans le vers, on peut les avoir également dans la prose. Ah. Peut-être que là, c'est la polyphonie du théâtre hein, qui est assez incroyable. Nous sommes encore plus nombreux qu'on pense. C'est exactement. Mais c'est-à-dire que la prose bien faite, Paul Valéry voulait faire une prose, voulait trouver le secret de la prose. Donc on peut trouver une prose musicale. C'est possible. Mais le vers a cette particularité-là d'arriver avec sa musique. Et je pense que ce qu'on a entendu ici, ce qu'on a insisté, et qu'on a entendu dans les deux exemples, celui de Sarah Bernard, où évidemment il y a des défauts de l'enregistrement qui rendent l'audition un peu difficile, et avec Jean Vilar également, c'est qu'en fait, c'est une histoire de tempo, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là une musique qui porte le comédien, que le comédien peut utiliser comme accelerando, comme rallentando, et à ce moment-là, il y a quelque chose qu'il est possible de faire avec le vers, qui est cette sorte de partition musicale qui est sous le sens même du langage, et qui va permettre au comédien effectivement d'entrer par la musique dans une sorte d'élément, une superstructure qui va être au-delà même du sens, faire entendre cette musique qui va accompagner le sens même des mots. Et ça, c'est une aide, je pense, qu'apporte le vers avec cette musique. Je vais être un peu cuistre en citant ici Schopenhauer. Schopenhauer disait que la musique était l'art qui nous permettait d'exprimer ce qu'il y a le plus profond dans l'âme, mais même ce qui est antérieur même à la verbalisation. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le vers, c'est quelque chose qui unit à la fois le verbal, c'est-à-dire le sens même des mots, et aussi une musique qui est antérieure au verbal. Et je crois que ce que les grands comédiens que nous avons entendus, mais j'espère que nous aurons des exemples ici même par les comédiens présents ici, sont capables d'utiliser ce non-verbal pour renforcer l'émotion, le pathétique et le dramatique. Et c'était très sensible. Vous avez retrouvé l'Avare ou...
Non. Ah, j'écoutais, j'ai pas cherché. Il repasse son tour. Non, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de vous entendre, Daniel et Denis, sur ce qui sait un peu William Marr, c'est-à-dire que dans le vers, avec ce qu'on pourrait voir comme étant des contraintes, hein, vous avez souligné les liaisons, il y a le fameux E muet, il y a les diérèses, il y a tout cela qui est l'accent, où est mis l'accent, etc. Est-ce que toutes ces contraintes sont en effet, pour vous, des appuis de jeu? Mais c'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire, si on veut faire justement les grands passages, les ruptures, chacun fait son choix. Il faut trouver sa propre respiration, qui n'a rien à voir avec la respiration qu'il faut absolument faire. Quand on n'a plus de souffle, on ne peut plus aller jusqu'au bout de la période. Donc, il faut savoir quand même, d'habitude, on s'en sert normalement, ça vient naturellement, mais tout d'un coup, il y a une grande période, il y a 2 vers d'un coup, il faut avoir plus de souffle pour aller jusqu'au bout. Je ne parle pas de cette respiration-là, c'est sa respiration intérieure. Quand c'est Bérénice, il faut trouver autre chose, il faut trouver ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de mystère qui vous touche et qui doit passer dans la salle, mais par exemple, quel besoin si pressant, ah ben voilà, avez-vous de rimer, et qui donc pousse à vous faire imprimer. Bon, ça c'est maintenant, on peut le dire tout de suite, à quelqu'un qui vous agace. Alors, au départ, il faut être un peu agacé, pas ému, mais agacé. Et sans ça, on n'y arrive pas. Mais là, on se laisse porter par les vers. Il n'y a pas à réfléchir si on a dit les 12 pieds. Ils sont là, c'est tout. C'est des trucs qui sont plus faciles, quelquefois. C'est Molière, quoi. L'alexandrin, c'est une des formes du théâtre. C'est toujours du jeu. Toujours. Alors peut-être que le théâtre, c'est un phénomène bizarre de venir regarder une chose qui serait de l'ordre de la réalité, qui nous représenterait, et puis on vient se mettre dans une salle pour regarder notre propre réalité en train de se faire, sans doute parce qu'il y a un décalage, et l'alexandrin est une autre forme de décalage. Donc ça ne veut pas dire que l'alexandrin serait une musique imprécise. Il y a de l'ordre de la musique, de la structure, mais ça raconte des choses. Pour moi, Racine est quelqu'un qui nous connaît d'une manière extraordinaire. Ça n'est pas des histoires d'empereurs ou de demi-dieux qu'on observerait en disant « Oh là là, les gens de la haute, c'est formidable, etc. » Mais moi, ça ne me cause pas. Il y a plein de répliques qui sont absolument au présent. Quand, je ne sais pas si c'est Phèdre ou Andromaque qui dit « Ah, douleur non encore éprouvée », il y a une demi-page avant où elle dit « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». J'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans la vie, quand il nous arrive un traumatisme, on essaie toujours de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai pris cette bûche sur la tête? Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait exactement la même chose que d'habitude. Je suis arrivé en cours exactement au même moment. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce fantôme... Racine décrit exactement cette chose-là. Donc, c'est du jeu. Donc, les règles, c'est des appuis de jeu. Moi, j'ai peut-être trop été sensible à ça, mais j'ai peut-être trop rencontré de perles à rigueur de l'alexandrin, où tout d'un coup, le sens n'était que dans le respect absolu de la forme. Comme si c'était un préalable absolu, et que le jeu, on n'en parlait pas. Donc j'ai passé mes jeunes années de comédien à avoir l'impression d'être un chien de berger à poil long au milieu d'un magasin de porcelaine et de verre en verre. Je me disais, oh, j'espère que j'ai rien touché. Donc en fait, je ne jouais pas. Je ne jouais pas, et puis à un moment, je me suis un peu libéré de tout ça, et j'ai une anecdote qui est très parlante là-dessus, parce qu'elle concerne François Regnault. Très souvent, d'ailleurs, quand on remonte à la source des méthodes, on s'aperçoit que celle ou celui qui l'a inventé est beaucoup plus libre qu'on ne le pense, et que c'est souvent les ayants connus, les ayants droit, qui deviennent des ayatollahs de la chose. Je jouais avec Denis, qui jouait dans César, j'ai eu la chance de jouer Ruy Blas. Et il y a un moment, il y a un vers, Bon appétit, messieurs, et puis au bout de 3 pages de Bon appétit,
petits messieurs, il renvoie les ministres dans leur circonscription, comme on pourrait dire maintenant, et il y a un vers où il dit « vous en Andalousie et vous compte en Castille ». Et une sociétaire du français, qui jouait la duègne et qui en avait la rigueur et l'austérité, me dit « Éric, tu ne peux pas faire ça, il faut dire « vous en Andalousie et vous compte en Castille ». Sinon, tu manques d'autorité. Une remarque qui m'a beaucoup troublé, parce que je dis si je manque d'autorité au bout de 3 pages de ce monologue-là, c'est que vraiment je suis mal parti. Bon, ok. Et j'appelle François, à une époque où nous n'avions encore que des répondeurs. Et donc j'appelle François, je dis cher François, cher maître, voilà, une telle m'a dit ça. Moi, il me semble qu'il y a une allitération quand même. Qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit que je manque d'autorité, etc. Si tu as un conseil, je suis preneur. Et 2 jours après, sur mon répondeur, j'entends oui, c'est François. Alors écoute, c'est simple, hein, tu fais la liaison et tu as de l'autorité. Salut. Voilà. Et il m'a simplement renvoyé à mon métier. Mon métier étant de pouvoir respecter une structure ou une haute langue, un système qui est effectivement entraînant, qui demande effectivement d'avoir, je crois que c'est Gruber qui disait ça, le cœur brûlant mais la bouche froide. On ne peut pas se laisser perturber par ses émotions parce que sinon la structure de la langue ne tient plus. Mais en même temps, c'est du jeu. C'est du jeu, les personnages traversent des émotions, ils éclaircissent leurs sentiments, ils sont dans des contradictions, il faut les faire entendre. C'est du jeu tout le temps. Madeleine Marion nous disait ça, pas sur l'alexandrin, mais sur le vers claudélien, qu'on respectait comme si c'était tombé directement de la Bible, ce qui n'est pas le cas. Et elle nous disait, non, en fait, c'est juste que Claudel a très très peur des sociétaires de la Comédie Française. Vas-y, comment ça? Mais elle a très très peur des gens qui sont capables de démarrer une phrase et puis 3 pages après, ils arrivent au point avec une espèce de parabole lumineuse et sans arrêt. Il disait, ben, Claudel, lui, il avait envie que ça parle. Il avait envie de faire, de témoigner des contradictions qu'on a dans la parole. Donc en fait, quand le vers s'arrête, il faut simplement respirer. Et elle nous disait, c'est une indication de jeu. Si vous respirez, vous allez voir à quel point le personnage, tout d'un coup, est précis, analytique, ou à quel point, quand tout d'un coup, on n'a pas le droit de respirer, il nous disait, faites l'expérience de ne pas respirer, ne vous évanouissez pas, mais faites l'expérience, et vous allez voir que tout d'un coup, le personnage, ça donne une indication de jeu très précise sur le fait que le personnage est débordé par sa parole, est débordé par son émotion, il parle avant de réfléchir. Et j'ai beaucoup aimé rencontrer Madeleine pour ça, parce qu'elle désacralisait les choses en disant, c'est du jeu, tout ça. C'est une structure qui vous aide à jouer. Et je me souviens qu'elle nous disait, elle nous disait sur le partage de midi, elle nous disait, mais vous savez, mes enfants, c'est juste une femme qui a du succès parce que c'est la seule femme sur le bateau. On disait, ça peut pas se réduire à ça, Madeleine, c'est pas possible. Mais ça, je suis aisée, c'est moi, etc. Elle disait, mais c'est pas ce qu'elle dit. D'ailleurs, 3 pages après, le personnage dit, c'est vrai, je ne sais pas ce que je dis. Donc elle était d'un concret là-dessus, et je pense que notre travail à nous, c'est d'essayer de faire masse des deux, du fantasme de l'oratorio, et puis le fait de jouer aussi. De temps en temps, on a ce problème-là, Denis en parlera mieux que moi, mais sur Shakespeare, quand vous jouez Shakespeare, il y a 5 métaphores à la suite. Si on s'arrête en disant « elles sont tellement belles que je vais les ouvrir comme ça, comme un bouquet », ben, on ne sait plus ce qu'on raconte à la fin. Et si on va beaucoup trop vite, ben, les métaphores, elles sont tuées, elles sont écrasées comme des mails dans une boîte. Mon frère, Jean-Yves, avait trouvé une très belle expression. Il disait ben, « je crois qu'il faut que tu fasses du trop enlevé ». Ni du pas, ni du galop. C'est comme une vitesse de croisière, il faut faire du trop enlevé, c'est-à-dire que c'est ni du galop, c'est ni du pas. C'est une manière de respecter les deux et d'essayer de concilier et le sens et la forme. On peut écouter une autre archive. Ah ben oui. Mon cœur vous est connu, Seigneur, et je puis dire qu'on ne l'a jamais vu soupirer pour l'Empire. La grandeur des Romains, la pourpre des Césars n'a point, vous le savez, attiré mes regards. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Ce jour, je l'avouerai,
je me suis alarmée. J'ai cru que votre amour allait finir son cours. Je connais mon erreur. Et vous m'aimez toujours. Votre cœur s'est troublé, j'ai vu couler vos larmes. Bérénice, Seigneur ne vaut point tant d'alarmes, ni que par votre amour l'univers malheureux, dans le temps que Titus attire tous ses vœux, et que de vos vertus il goûte les prémices, se voit, en un moment, enlever ses délices. Je crois, depuis 5 ans, jusqu'à ce dernier jour, vous avoir assuré d'un véritable amour. Ce n'est pas tout. Je veux, en ce moment funeste, par un dernier effort, couronner tout le reste. Je vivrai. Je suivrai vos ordres absolus. Adieu, Seigneur. Régnez. Je ne vous verrai plus. Alors ça, c'est Cœur chaud, Paroles froides, justement. Ça, c'est l'enregistrement de la version filmée, c'est ça? Captée. Je pense. C'est pas en public, je veux dire. Ça s'entend d'ailleurs. Là, c'est un peu une autre manière de... Ah, tout à fait. Parce que qui là, a été... là, c'est le silence. C'est-à-dire que le silence qui s'introduit à l'intérieur même... Alors, il faudrait entendre tout le reste, toute la pièce, pour voir comment elle faisait. Moi, j'ai vu cette Bérénice, et ce Titus, c'était Richard Fontana, hein, Oui. je me souviens. Oui, oui. Je venais d'arriver à Paris, c'était en 86. Et donc, c'est une des premières pièces que j'ai vues à la Comédie Française, peut-être la toute première que j'ai vue à la Comédie Française. Et c'est vrai qu'il faudrait entendre, parce que ce serait intéressant de voir si, dans le reste de la pièce, elle peut avoir une diction beaucoup plus fluide et coulante. Mais là, on est dans un moment de très grande émotion, et on entend ce silence qui désarticule le vers. Et c'est ça qui est merveilleux avec le vers, c'est-à-dire qu'on peut tout faire avec. C'est-à-dire qu'on peut soit le dire dans une musique qui s'impose à vous, soit au contraire, marquer cette rupture, ces silences, qui vont, eux, signifier et dire l'émotion. Et c'est la grande malléabilité de cet instrument qui est extraordinaire, là, je trouve. Et puis là, c'est là on voit que c'est historique aussi. C'est une réaction, cette mise en scène, qui a fait scandale. La première année, ça a vraiment fait scandale. Les gens hurlaient plus fort, on n'entend rien, parce que Gruber avait demandé aux acteurs de baisser. Il succédait à des années et des années où la Comédie Française était encore, j'ai vu les spectacles précédents, les Racines ça crée vraiment une rupture dans ça fait même rupture dans la troupe d'ailleurs, parce qu'il y a un acteur, Jean-Luc Boutet, qui a quitté la distribution, qui n'était pas du tout d'accord avec Gruber. C'était des années de déclamation, de diction, où justement le vers était dans un grand legato, où on jouait Racine avec une sorte de lyrisme qui était devenu, je ne sais pas comment qualifier. J'en avais vu, il y avait quelque chose de terriblement pesant et ennuyeux. C'était un tempo aussi. Donc, comment ? Un tempo aussi. Un tempo. Et là, il a tout éteint, tout calmé. Et c'est lui qui disait, là, l'extrait le dit, cœur chaud, paroles froides. Donc quelque chose. Les fins de vers sont fermées. Mais c'est aussi la fin. Je ne vous verrai plus. C'est là où c'est beau de dire justement le silence rentre dans le vers. Mais si mon souvenir est bon, tu l'avais vu aussi, sans doute, là, c'était comme ça un peu tout du long. Oui, je crois. Et je me rappelle dès le début, arrêtons un moment. Et il y avait une pause. Je me souviens de la polémique qui était très forte. Ouais. Et il y avait une pause, donc il avait saisi cet arrêtons un moment pour arrêter et signifier au spectateur qu'on changeait de
de règles, on changeait de racine. C'était une vraie grande rupture dans la pratique de la tragédie. Ces rythmes-là sont compatibles. Absolument. Moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'elle traverse une émotion. Ça me dit, le rythme me raconte une émotion. Sarah Bernhardt, alors c'était plus compliqué à comprendre les vers, c'est une question de précision de l'enregistrement, mais ce flux, cette voix qui monte, c'est une émotion qui est tout à fait reconnaissable. De même que l'émotion de Ludmilla qui maintient, qui a décidé de dire quelque chose et qui sait à quel point c'est difficile. Je vois quelqu'un qui pose les phrases comme on met une main au-dessus d'un volcan qui ne doit pas exploser. C'est une autre émotion. Pour moi, ça me parle de... Je ne me dis pas il y a une esthétique qui est préférable à une autre. Tout ça est tout à fait possible. Là où justement la musique crée du sens et inversement, où les deux sont compatibles. J'aurais aimé vous faire entendre un autre extrait, mais alors, comme vous le voyez, l'écran a un petit... Ah! De la même mise en scène? Non, mais justement pour... Je n'ose plus toucher, je ne sais pas. Ah, c'est dommage, je voulais qu'on entende Dominique Blanc dans Britannicus en 2016, mais je ne sais pas. Est-ce que là... Mais il y a aussi... C'est plus... Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes toujours. Dès vos plus jeunes ans, mes soins et mes tendresses n'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre. Et votre dureté aurait dû, dans son cours, arrêter ma bonté. Que je suis malheureuse. Et par quelle infortune faut-il que tous mes soins me rendent importune? Je n'ai qu'un fils. Ô ciel qui m'entends aujourd'hui, t'ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui? Remords, crainte, péril, rien ne m'a retenu. J'ai vaincu ses mépris. J'ai détourné ma vue des malheurs qui dès lors me furent annoncés. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous régnez. C'est assez. Avec ma liberté que vous m'avez ravie, si vous le souhaitez, prenez encore ma vie, pourvu que par ma mort tout le peuple irrité ne vous ravisse pas ce qui m'a tant coûté. On entend quand même des choses différentes, mais un rythme toujours aussi quand même assez lent. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on voit, alors c'est très différent effectivement de ce que faisait Ludmilla Michael à l'instant, on entend parce qu'on entend beaucoup plus le vers, mais on l'entend à des moments, donc il y a beaucoup de coupes à l'hémistiche, hein, clairement, qui permettent effectivement d'introduire une émotion, et beaucoup aussi d'enjambements qui vont, me semble-t-il, qui vont permettre de lier la fin du vers précédent au début du vers suivant. Mais ça respecte, au bout du compte, tout cela respecte ce qu'est le rythme propre du vers. Et donc c'est une autre manière de jouer avec la diction, qui respecte l'architecture même du vers, qui coupe aux endroits où c'est déjà prédécoupé. On a beaucoup parlé de Racine, mais justement, là où vous soulignez la coupe à l'hémistiche, etc., ça fait forcément penser à Hugo. Là, il y a une révolution dans le vers. Ceux qui ont joué à regardez. Il a disloqué l'alexandrin. Oui, et je lis comme ça mal, parce que dans ces circonstances-là, on lit forcément pas très bien. Pour vous montrer ce qu'il fait avec l'alexandrin, c'est donc le début de Ruy Blas,
au petit matin, Don Salluste est seul et vient d'apprendre sa disgrâce. Ruy Blas, fermez la porte, ouvrez cette fenêtre. Ils dorment encore tous ici. Le jour va naître. Ah! C'est un coup de foudre. Oui, mon règne est passé, Gudiel. Renvoyé, disgracié, chassé. Ah! Tout perdre en un jour. L'aventure est secrète encore, n'en parle pas. Oui, pour une amourette avec une... Oui, pour une amourette, chose à mon âge sotte et folle, j'en conviens, avec une suivante, une fille de rien, séduite, beau malheur, parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle, que cette créature a pleuré contre moi et traîné son enfant dans les chambres du roi, ordre de l'épouser. Je refuse, on m'exile. On m'exile. Et 20 ans d'un labeur difficile, 20 ans d'ambition, de travaux nuit et jour. Le président haït des alcades de cour dont nul ne prononçait le nom sans épouvante. Le chef de la maison de Bazan, qui s'en vante, mon crédit, mon pouvoir, tout ce que je rêvais, tout ce que je faisais et tout ce que j'avais, charge, emploi, honneur, tout en un instant s'écroule au milieu des éclats de rire de la foule. Nul ne le sait encore, monseigneur, mais demain on le saura. Nous serons en chemin. Je ne veux pas tomber, non. Je veux disparaître. Enfin voilà, j'essaye laborieusement d'indiquer un tout petit peu le... Merci, c'est gentil. C'est mêler l'action, intégrer totalement l'action physique, fermer cette porte, les choses les plus prosaïques, à l'intérieur, ouvrez cette fenêtre avec beaucoup de tirets. Il y a beaucoup de tirets et alors, il y a des ans. Alors après, la question, vous dites, est-ce qu'il faut enjamber, ne pas enjamber? Parfois, chez Hugo, on sent qu'il faut une grande accélération et donc il faut enjamber. Puis d'autres fois, c'est beau de faire entendre parce que la donzelle est à la reine et vient de Neubourg avec elle. Donc on entend le plaisir de la rime, c'est d'attraper dans le fil rapide du jeu toutes ces petites choses mais qui donnent aussi, pour moi, un plaisir, une ironie. À une grande ironie à l'histoire. Il y a une beauté, ce qui fait qu'on n'est pas dans de la tragédie pure. Il y a une espèce comment dire, de texte souris. Il y a du jeu comique dedans. Il y a de la comédie. Voilà, donc c'est un alexandrin qui est très très plaisant à jouer. Alors peut-être pas dans les parties romantiques, puisque tu avais Ruy Blas, où je sais, c'est pas cassé de la même manière. Je ne sais plus quel était ton sens intérieur. Moi, je faisais Don César de Bazan, qui est un rôle comique, et où l'alexandrin est prodigieux pour l'acteur, mais prodigieux. C'est-à-dire l'alexandrin, il décuple les effets. Il vous permet même d'en faire et d'en refaire. Il y a quelque chose d'enivrant là-dedans. C'est la même chose. Moi, c'est la même chose. Ouais. Oui, même si les rôles ne sont pas les mêmes, il y a cette gourmandise d'Hugo. Il y a une gourmandise et un plaisir de jouer avec ça. Et c'est vrai que c'est évidemment beaucoup plus facile de faire des ruptures de rythme et de s'amuser, de faire le fil de ferriste sur cette langue-là que sur... Et puis c'est surtout beaucoup plus facile d'avoir un corps. Toujours cette chose-là, je parlais de la difficulté de rentrer ou de sortir chez Racine. J'ai trouvé admirable, sans bien le comprendre, j'étais dedans, donc je ne peux pas en faire de théorie, mais j'ai trouvé que la Phèdre de Chéreau, qui se passait aux ateliers Berthier, donc sur une dalle en béton, dans un bifrontal évasé comme ça, demandait forcément, et puis Chéreau, il venait de jouer dans La solitude des champs de coton, pratiquement à la Manufacture des œillets à l'époque, pratiquement dans la même configuration. Le corps chez Chéreau est plus qu'important. Et on a toujours, dans la tragédie, dans la grande tragédie, on a toujours du mal à savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec le corps, notamment parce que ce qui arrive aux personnages est tellement dingue. Ils sont dans de telles souffrances que si on se met à essayer d'exprimer cette souffrance-là, on n'entend plus le vers, on se fait mal, on s'essouffle, tout est contraint, ça ne marche pas. Et puis, si jamais on ne le fait pas du tout, on tombe dans l'oratorio et on se dit ces gens maîtrisent quand même très très bien les bouleversements qu'ils rencontrent. Je ne sais plus qui m'avait dit ça, je trouve que ça aide tellement à jouer Racine.
comme les personnages, notamment de Jeune Premier et de Jeune Première, commencent toujours par la fin. Ils commencent à dire « Sans effet, t'es ramène, je pars ». Bon, le premier vers, il dit « C'est fini ». Il commence en disant « C'est fini ». Et le fait de se dire, en fait, Racine se joue peut-être avec un corps épuisé, tellement épuisé qu'il n'a plus à agir, comme si ces personnages n'avaient pas dormi depuis 4 jours et 4 nuits. Je trouve toujours que c'est une indication assez belle pour arriver à Racine et essayer de comprendre quel est l'état psychique et physique des personnages, sans devoir faire des grands gestes, aller courir partout, s'effondrer par terre, se rouler en boule, etc., ce qui ne marche pas, comme si... lorsqu'on n'a pas dormi depuis aussi longtemps, on a des sentiments affleurants qui peuvent être ou des rires inextinguibles ou des pleurs qu'on ne maîtrise absolument pas. Et je me suis toujours beaucoup interrogé sur quel est le corps en tragédie. Je me suis aussi beaucoup demandé, à l'époque de Racine, comment ça se jouait, justement. Les plateaux étaient plus petits, ce qu'on appelait les petits marquis, c'est-à-dire que les gens qui payaient très cher pour être sur le théâtre étaient très nombreux et rendaient tout effet de mise en scène très, très, très complexe. Donc peut-être que c'était simplement je me lève, je parle, et peut-être que dans cette langue-là est enregistrée la non-possibilité de la mise en scène ou la non-possibilité du corps qui s'exprime. Et je suis toujours assez fasciné par ça. Très souvent, quand on patine un petit peu à savoir comment un certain répertoire se joue, si jamais on se souvient des conditions de sa création, de qu'est-ce qu'on jouait à ce moment-là, comment on le jouait et comment les auteurs fréquentaient ces lieux-là, ce qu'on peut en apprendre est toujours assez éclairant là-dessus. Et donc Hugo a plus de corps, c'est ça, dans le vers. Oui, c'est plus facile. Est-ce que c'est un travail particulier pour l'acteur ? On a idée peut-être que pour la mémoire, c'est plus facile, le vers, mais peut-être que c'est une idée fausse. Comment vous l'éprouvez ? Oui, c'est quand même un peu plus facile que certaines proses. Il y a des proses de Molière, par exemple, qui sont assez difficiles à mettre en mémoire. Oui, ça vous porte, ça aussi. Mais il y avait Escorde qui était réputé pour quand il loupait, qu'il ne pensait plus à ce qu'il disait, et il loupait un alexandrin, alors il se tournait, et il continuait, il faisait 12 pieds pour lui, et on dit c'est parce qu'il s'est tourné, on n'a pas entendu, voilà. Et il reprenait, et il retrouvait facilement le fil de la... Ça aussi, c'est mais quand même, et en même temps, c'est angoissant. Parce que pour retrouver le fil, c'est angoissant. Mais il y a des... Le trou en tragédie est très angoissant. Oui. En prose, on s'en sort toujours, mais même en comédie alexandrin. Même en comédie en vers. Moi, j'ai dans Le Menteur de Corneille un trou abyssal, et dans 2 Corneilles, d'ailleurs, j'ai eu ça. Le Menteur, donc en plein monologue, j'avais le bras en l'air, comme ça. Et là, il n'y a plus rien, en fait, parce que n'importe quelle prose, on s'en sort, on retrouve le sens. Mais là, vous cherchez le sens dans ce monologue de Corneille, le grand monologue de Dorante. Vraiment, Corneille, c'est une langue qui est quand même... Il y a des archaïsmes nombreux. Et donc, je suis sorti, je suis parti. Je suis revenu. Mais je suis sorti. Je me rappelle, ma camarade Elsa Le Poivre, restée en scène, m'a attendu, heureusement. Mais j'étais perdu et je ne pouvais même pas entendre, en fait, le souffleur. Là, moi, j'avais besoin, d'ailleurs, ça m'a interrogé, j'ai eu besoin non pas d'entendre le texte souffler, mais de le relire sur la page, de voir la structure, l'alexandrin lui-même, en fait, pour reprendre le fil. Et l'autre, d'ailleurs, je l'ai là parce que c'est dans l'illusion comique, c'est l'entrée du personnage de Matamor, et ça commence comme ça. Clindor dit « Quoi, monsieur, vous rêvez ? Et cette âme hautaine, après tant de beaux faits, semble être encore en peine. N'êtes-vous point lassé d'abattre des guerriers ? Soupirez-vous après quelques nouveaux lauriers ?» Et Matamor dit « Il est vrai que je rêve. » Et là, je suis... Donc c'est l'entrée en scène du personnage. Et je me souviens très bien, j'ai dit « Il est vrai que je rêve. »
Et je me suis vraiment dit intérieurement, il est tout à fait vrai que je rêve complètement. Il est si vrai que je rêve que je ne sais plus rien. Et donc, devant Loïc Corbery, je suis sorti à nouveau. Et alors là j'ai trouvé une astuce pour tous les comédiens, s'il y en a là. Je suis sorti très lentement. Et en sortant très vite. Non. Revenu dans la mise en scène. Voilà. Et je suis revenu, j'ai regardé le texte. Il est vrai que je rêve, et je suis revenu. Et j'avais dit donc, il est vrai que je rêve. Les gens étaient restés, ça ils l'avaient bien entendu. Et ne saurait résoudre lequel je dois des deux le premier mettre en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor. Et ça a eu un effet, je dois dire. J'ai dit, voilà, ici. Comment avec... Et c'est là, c'est assez magnifique comme début de rôle d'ailleurs. Oui, sur le moment, c'était un cauchemar parce que je me suis dit, si ça commence comme ça, là, alors sur le premier vers de mon rôle, si j'ai déjà un énorme trou, mais c'est pour dire à quel point, oui, voilà, en tragédie comme en comédie, c'est vertigineux. Denis et moi, on a très bien connu une régisseuse assistante, oui. Qui est une souffleuse. Ouais. À l'époque, qui est partie à la retraite maintenant, qui était une grande spécialiste de l'alexandrin et qui aimait beaucoup l'alexandrin et qui avait vraiment une vraie science de ça. Et, je vois tous vos détails. Merci. C'est Dominique qui soudain nous a... Et donc cette souffleuse, assez régulièrement, on l'entendait en coulisses faire « non, 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 non ». Parce qu'on brouillonnait un petit peu la chose, où de temps en temps on entendait « voilà, voilà ». Et un jour, et cette anecdote est absolument vraie, je joue Pyrrhus dans Andromaque. C'est un monologue, je suis seul, je suis assis contre une colonne, là c'est le cadre, je suis ici, et donc cette personne est à 1,50 m de moi à peine. Donc je suis idéalement placé pour avoir un trou. J'ai un trou. Je ne panique pas, parce que, alors en tragédie, on peut prendre du temps, sortir très lentement, on peut prendre du temps. J'essaye de photoshopper à l'intérieur, de me dire est-ce que je peux replacer ça, etc. Bon, ça ne vient pas, donc j'attends qu'on me souffle, ça ne vient pas. Je pose mon dos contre la colonne, ça ne vient pas. Je tourne un peu le visage, ça ne vient toujours pas. Et là, je regarde cette personne qui me fait... Mais c'est vrai, je suis sûr que c'est vrai. Et j'ai dû lui faire une grimace, j'ai dû faire comme ça pour lui faire comprendre. Évidemment, elle n'était pas à la bonne page, donc comme ça. Donc, il ne faut pas avoir de trou. William Marx. Quelque chose de très important a été dit par les trois comédiens qu'on a entendus. À savoir, c'est la question de la mémoire. Mais vous l'avez abordé du point de vue du comédien ou de la comédienne. À savoir que la mémoire qui permet au vers de fonctionner est ce qui est essentiel, qui vous aide ou au contraire peut vous perturber au moment du jeu. Mais la mémoire, elle vaut aussi pour le spectateur. Et c'est ça le caractère du vers par rapport à la prose. C'est l'une des grandes différences du vers par rapport à la prose. C'est que la mémoire n'agit pas seulement sur le comédien, elle agit aussi pour le spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, lui aussi, attend en particulier la rime, la deuxième rime. Et ma question est celle-ci. C'est-à-dire que le vers, en fait, il n'est pas seulement, à la différence de la prose, il n'est pas seulement dans le présent ou dans le passé de ce qu'on a entendu, mais il est toujours dans le futur. En fait, il est toujours dans une tension vers quelque chose qui va arriver. Et c'est ça qui permet la musique du vers et qui permet à ces flux de s'élaborer. À ces flux ou à ces refus de flux, justement, à ces phénomènes d'attente qu'on a entendus dans les différents exemples qui nous ont été proposés. La question que je vous pose, c'est est-ce que, j'imagine que ça vous arrive, mais j'aurais voulu avoir des exemples si vous en avez en tête dans vos différentes expériences de comédien, est-ce que il vous arrive comme cela de faire attendre alors pas par trou de mémoire, mais de faire attendre la rime qui peut être très banale, mais qui parfois peut être au contraire très signifiante. La deuxième rime
et peut porter un poids extrêmement fort. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez plus ou moins consciemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui se... J'ai pas eu cette impression, mais en tout cas, je me méfie des spectateurs là-dessus, surtout quelquefois ils ont les petits Hachette ou la Rousse, et alors là, il faut pas traîner parce que peut-être qu'il y en a un qui va vous souffler à ce moment-là. Et ça, c'est quand même très déplaisant. J'ai eu ça, au Vieux Colombier, je jouais à Alceste, et il y avait une personne qui était là, ouais, madame, là, et qui disait systématiquement le vers avant moi. Systématiquement. Il me précédait dans le rôle. Il fallait lui demander de venir au bout d'un moment, c'était une souffrance terrible, et je me suis arrêté. Et il était tourné vers sa femme, et il attendait pour pouvoir me cueillir avant. Alors j'ai attendu, et là il a senti, je l'ai regardé aussi, et là il a senti, et après j'ai eu la paix. Mais évidemment, c'est la mémoire canonique de certains vers aussi. Mais en ce moment où Rostand se joue dans Cyrano, qui est en ce moment à l'affiche, il y a ça, évidemment. Oui. On sent le public. Il y a des gens qui... Le plaisir aussi du théâtre, c'est de reconnaître, oui, d'entendre des vers que l'on connaît soi-même, que l'on a dit soi-même, et on est avec son petit-fils, sa fille, etc. On transmet. Ça, plaisir pour il y a tout ça qui joue. Mais pour répondre à la question, en fait, les conditions scéniques font que j'ai l'impression c'est très difficile. Soudain, il faut atteindre une sorte de pur plaisir du texte pour attendre comme ça, jubiler du vers lui-même. Ça a pu m'arriver dans certaines circonstances, mais peut-être notamment Hugo, le plaisir quelquefois de jouer ou pas un enjambement, ça fait partie aussi du plaisir de partenaire. Mais c'est pris dans un ensemble d'interprétation, comme disait Éric, on est dans l'interprétation, ce qui fait que c'est parfois assez difficile d'être dans la pure saveur poétique du vers. C'est assez rare, ça, en fait. Parce qu'on est pris dans le jeu. Une représentation, c'est quand même un continuum affectif dans lequel on est pris dans une dépense, dans une diction, dans un jeu, avec une mise en scène. On n'est pas tous les soirs la même chose. Et il y a des soirs où, soudain, ce que vous dites, par effet retour, la beauté de ce que vous dites peut vous cueillir, tout à fait. Mais c'est une expérience quand même très singulière. Là, ce serait une différence entre le vers dramatique et le vers poétique. C'est aussi une autre différence de diction. Alors absolument. Et comme disait Éric, on est pris par le corps. C'est une seule chose, le corps, la voix, le geste, l'action dramatique, ce qui fait que c'est très difficile de faire une sorte de gros plan comme ça. C'est difficile de les écouter justement sans la gestuelle. Oui. Il y a quelque chose les isoler, disons, d'isoler son attention sur un vers. Alors que si on dit un poème, effectivement, on est là-dedans. On disparaît même dans le texte. L'unité d'un sonnet, par exemple, ça fait que le poème n'a pas du tout la même dimension qu'une tirade qui serait de 14 vers, par exemple. Une tirade prise dans une pièce, un sonnet, on dirait en public... je ne sais pas, c'est une unité de temps parfaitement, d'ailleurs, si belle que... là, la rime, quand il y a des rimes embrassées, je sais que... Exemple de poème. Recueillement, c'est peut-être le seul que je connais par cœur. Non, on les oublie, en fait. Ça commence comment déjà ? Sois sage, genre, je ne vais pas me le dire, mais le dire pour le signifier. Bon, bref. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, viens par ici. Non, donne-moi la main. Voilà. Viens pas, merci. Donne-moi la main. Ouais.
Viens par ici, loin d'eux. Alors allez-y. Vois se pencher les défunts. C'était ces rimes-là que j'ai toujours le plaisir d'attendre. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche, et marche qui rejoint arche. Donc la dernière rime, elle a quelque chose qui fait que on a le sentiment d'un petit événement sonore. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Non, tout à fait. Merci à L'heure tourne et on avait envie, pour se quitter, d'écouter et pour répondre aussi à Daniel, de voir un extrait du Soulier de satin, enfin, pour être exact, 2 extraits. Je propose qu'on regarde le premier, après on en parle et on se quitte avec le dernier. Si j'y arrive. Peut-être est-ce de celle-ci que je parle. Vierge, patronne et mère de cette maison, empêchez que je manque à ce nom que vous m'avez donné à porter et que je cesse d'être honorable aux yeux de ceux qui m'aiment. Je ne puis dire que je comprends cet homme que vous m'avez choisi. Mais vous, je comprends, qui êtes sa mère, comme la mienne. Alors, pendant qu'il est encore temps, tenant mon cœur dans une main et mon soulier dans l'autre, je me remets à vous. Vierge mère, je vous donne mon soulier. Vierge mère, gardez dans votre main mon malheureux petit pied. Je vous préviens que tout à l'heure je ne vous verrai plus et que je vais tout mettre en œuvre contre vous. Mais quand j'essaierai de m'élancer vers le mal, que ce soit avec un pied boiteux, la barrière que vous avez mise quand je voudrais la franchir, que ce soit avec une aile rognée, j'ai fini ce que je pouvais faire. Et vous, gardez mon pauvre petit soulier, gardez-le contre votre cœur, ô grande maman effrayante. La grande salle du palais de Belém qui domine l'estuaire du Tage. Voilà ce soulier de satin qui est donc à l'affiche en ce moment. Alors le verset claudélien, on l'a rapidement évoqué. Mais Éric, je me posais la question, vous êtes le metteur en scène de cette production du soulier de satin. Si jamais, quand on met en scène comme ça une pièce, on se soucie aussi d'une forme d'homogénéité du dire. C'est un vaste problème. Quand j'étais jeune étudiant en théâtre, on travaillait sur des traductions de Tchekhov, de Paul Quentin, tu te souviens, ouais. Où le moujik parlait comme la propriétaire terrienne. Ça ne nous posait pas de problème. Et puis tout d'un coup, d'autres traductions sont arrivées, où tout d'un coup, les niveaux de langage n'étaient pas les mêmes, créaient du jeu, justement, créaient des rencontres improbables. Et on a adoré ça. Et je me pose très souvent la question, j'ai monté... Bajazet de Racine plusieurs fois, quelquefois avec Denis, et je me souviens d'une sociétaire qui me disait des jeunes premiers, de Bajazet et Attalide, qui avaient des accents assez modernes, donné, forêt, à la place de donner, forêt. Et donc j'écoutais, elle disait, mais ne les laisse pas faire ça, c'est très bizarre. Et en même temps, je me disais, mais c'est une histoire de génération aussi dans Bajazet.
C'est une femme qui est dans le crépuscule de son art de séductrice. C'est une jeune princesse qui est à l'aube de l'amour. Et en réfléchissant, j'ai posé la question à cette sociétaire. Je lui ai dit, mais est-ce que tu crois que quand tu étais pensionnaire, il n'y a pas une sociétaire qui a dit « ne la laisse pas faire ça » parce que tu avais toi-même des accents de prosodie ou des accents urbains ou pas urbains. Et je me suis dit, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'un personnage dit donner et l'autre donner. C'est des niveaux de langage et de situations qui ne sont pas les mêmes. Donc je crains toujours d'éteindre le jeu si tout d'un coup la police langagière tombe sur le spectacle comme la misère sur le pauvre monde. Je me méfie toujours de cette chose-là. À partir du moment où c'est du jeu, là, dans l'extrait qu'on vient de voir, je ne sais plus si elle respecte la pagination, mais en même temps, alors c'est Marina Hans, c'est dans l'extrait que vous verrez ensuite, c'est Suliane Brahim, elles ont, elles deux, cette qualité admirable, je ne sais pas si elle se travaille ou si elle n'est pas innée, elles sont baroques et concrètes à la fois. Elles ont un jeu d'une hauteur, d'une profusion, d'un paysage absolument dingue, et elles sont capables de faire passer le sens, elles ne sont pas perchées. Et donc, je ne sais plus si elle se sert exactement de cette pagination, mais on sent bien, voilà, le prosaïque, qui n'est pas dans la pièce, de faire « oh » avec sa chaussure quand elle l'ôte. J'adore ça, c'est possible, on donne sa chaussure à la Vierge pour être boiteux et ne pas pouvoir fuir ou être rattrapé, et en même temps, elle a des ampoules. C'est pas ce qu'elle joue, mais j'adore l'irruption du prosaïque là-dedans. Je me méfie toujours d'une haute langue qui devrait se respecter que par le solfège et pas par le sens. Il n'y a pas de théâtre qui n'ait pas de sens. Alors cet équilibre-là, il est toujours très fin, très ténu. Et on a la chance justement à la Comédie Française de ne pas faire partie d'une famille de sens ou d'une famille d'esthétique avec laquelle nous ferions toute une carrière en étant absolument persuadés que la vérité est là. On a la chance de travailler avec des metteuses et des metteurs en scène qui nous demandent l'inverse à chaque fois. Et moi, je serais incapable de dire qui a la vérité dans cette chose-là, si ce n'est que j'observe des spectacles ou j'observe des interprètes qui sont capables justement d'emporter les deux. Quelque chose d'une très forte théâtralité, comme Marina Hans, et en même temps, c'est d'un concret absolu. On a l'impression qu'elle ne pourrait pas le parler autrement. Eh bien, je crois que c'est très bien que ce cycle se finisse en juin, parce qu'il y a de quoi, je pense, tenir jusqu'au mois de juin à écouter cette relation entre la Comédie Française et le Collège de France. Et on vous a entendu tous nous dire combien ce vers est d'aujourd'hui, porté par un corps, et que l'intuition a toute sa place. Un grand merci d'avoir été là, un grand merci à tous. Et je vous propose qu'on se quitte donc en regardant et en écoutant Suliane Brahim. 13. C'est délicieux de tremper dans cette espèce de lumière liquide qui fait de nous des êtres divins et suspendus, des corps glorieux. Il n'y a plus besoin de mains pour saisir, ni de pieds pour vous porter. On avance, comme les anémones de mer, en respirant par le seul épanouissement de son corps et la secousse de sa volonté. Tout le corps ne fait plus qu'un seul sens. Une planète attentive aux autres planètes suspendues. Je sens directement avec mon cœur chaque battement de ton cœur. L'eau porte tout.
C'est délicieux. L'oreille aura de l'eau de percevoir toutes ces musiques confuses. Les danseurs autour de la guitare. La vie. Les chants. Les paroles d'amour. L'innombrable craquement de toutes ces paroles imperceptibles. Et on n'est plus au dehors. On est dedans. Il y a quelque chose qui vous réunit bien heureusement à tous. Une goutte d'eau associée à la mer. La communion des saints. Quel malheur. Je vois que la barque nous a vus. Elle se dirige vers nous. Courage. La bouchère. Encore un petit effort. Oh, la feignante. La bouchère. La bouchère. En avant. En avant. Tu n'as qu'à me suivre. Il y a eu une captation. Ça, c'est les extraits. Il va y avoir une captation. D'archives améliorées. C'est Arnaud qui va le faire.